Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jean-Claude Guyard, Capgemini, responsable de l'innovation chez Capgemini. Loïc Ciré, architecte mobilité et également dans le pôle innovation, en particulier sur tout ce qui est robotique, drone et mobilité. Voilà, on n'a pas amené les drones parce que on n'était pas sûr de la hauteur sous plafond. Bon, bonjour. Donc, on est venu là vous parler un petit peu de Capgemini. Vous connaissez Capgemini? Ça tombe bien, on a fait un chapitre là-dessus. Hein, donc, tout va bien aller, vas-y. Donc Capgemini. Après, on vous parlera un petit peu de cet acronyme, parce qu'on aime bien les acronymes, hein, mais j'imagine que vous aussi. DCX, Digital Customer Experience. D'accord. Ce que nous, on voit sur le marché au travers de tout ça, ce que ça veut dire. Et on vous fera un petit peu voilà, les retours d'expérience qu'on a là-dessus et comment on voit les choses bouger. Ensuite, on fera un petit point sur pourquoi ça change la plupart des industries, ce Digital Customer Experience, pourquoi le digital change déjà les industries et comprendre un petit peu où sont les impacts que vous vivez vous-même au quotidien. Ensuite, on vous parlera un petit peu de notre manière de travailler là-dessus, comment nos équipes, Loïc détaillera un petit peu comment nos équipes travaillent sur cette transformation digitale des entreprises, comment est-ce qu'on avance sur ces sujets-là. Et ensuite, on fera un petit zoom sur ce qu'on a déjà réalisé, ce qu'on est en cours de réflexion. Hein. Nao en est un exemple. C'est au début, on réfléchit à ce qu'on pourrait en faire et on est preneur de toutes bonnes idées là-dessus. Ok, pour commencer, Capgemini. Alors, en chiffres, je ne vais pas vous parler de beaucoup des chiffres. Voilà, c'est une boîte du CAC 40 depuis une bonne vingtaine d'années, donc 150 000 personnes dans le monde, et on fait du service en informatique, de l'intégration de systèmes, de l'outsourcing, on fait du conseil en technologie. Voilà, donc ça c'est les disciplines de base de Capgemini. On est présent partout dans le monde avec deux pieds solidement ancrés en Europe et un autre en Amérique du Nord et un petit peu Amérique du Sud. Mais voilà nos deux grands piliers. Et on ouvre là tout récemment, on déploie une division à Singapour pour l'Asie. Mais aujourd'hui, notre concentration, elle est quand même principalement en Europe avec une présence aux États-Unis. Donc 150 000 personnes, mais beaucoup qui travaillent en petite agence. D'accord. Le groupe a gardé ce niveau cette culture de l'agence, culture d'entité, avec un patron, avec des éléments qui travaillent pour ce patron et qui engagent l'agence, le skill center, on appelle ça, sur un territoire, sur un type de client. Alors, oh, il fait peur comme ça. Excusez-moi. Donc l'autre patron, c'est Paul Hermelin, qui est à la tête là, du navire depuis une bonne dizaine d'années. Le groupe a toujours mis en avant les collaborateurs. C'était une des grandes valeurs de ce groupe, de mettre en avant les collaborateurs, de pousser effectivement chacun à grandir et les 150 000 personnes à avoir un objectif, à monter un peu dans la gamme et dans ce qu'ils savent faire, et de toujours pousser les gens au maximum. D'ailleurs, les valeurs du groupe n'en trompent pas. On a 7 valeurs dans le groupe, un groupe qui a plus de 40 ans et qui garde cette empreinte de valeurs simples, mais qui font partie des règles de vie de l'ensemble des collaborateurs. Ce sont des choses, ça fait partie de notre ADN, l'ADN de l'entreprise, d'avoir de l'audace, d'accord, d'avoir de la liberté et de l'indépendance, mais d'avoir aussi du plaisir, du fun. Donc ça fait partie des choses qu'on aime inculquer à nos collaborateurs. C'est partie des choses qui font qu'on a envie d'avancer ensemble et on a ces valeurs individuelles qui sont importantes et qu'on met au devant de toutes les réalisations industrielles qu'on peut avoir à faire.
Alors, le groupe, c'est aussi plusieurs marques, hein, plusieurs marques différentes. Je parlais tout à l'heure de discipline. Donc, on a une marque consulting qui est vraiment une équipe de consultants en stratégie qui aide les entreprises à trouver leur marché, à définir leur nouveau modèle. Et en ce moment, Dieu sait si beaucoup d'entreprises sont en train de changer beaucoup de choses qui doivent faire différemment parce que les Google et compagnie les obligent à changer un petit peu de leurs repères habituels. Donc le conseil est une part importante de cette évangélisation là qu'on a commencé sur la digital transformation il y a 5 ans. Ensuite, on a le groupe solide sur ses bases, le groupe dont est issu Loïc et moi, qui vient faire de l'intégration de systèmes, qui vient faire du conseil en technologie, qui vient aider les clients à grandir. On pourrait avoir rajouté Sogeti aussi, qui est une autre marque du groupe, qui est dans ce même type d'activité, grandir et pousser. Et puis on a une troisième marque qui est une acquisition récente qu'on a fait au travers de Prosody, qui est une agence, hein, une web agency qui s'appelle Backelite, qui fait du rendering, qui fait beaucoup d'architecture, de design sur le mobile et qui sont capables effectivement de répondre au même titre que des web agencies aux demandes du client. C'est important pour nous d'avoir ce panel de marques parce que comme ça, on peut répondre à tout type de marché, tout type de demande. Et on est capable d'être agile tout en étant efficace avec les structures et la force nécessaire pour répondre aux attentes de nos clients. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc 12 000, sur les 150 000 personnes, 12 000 en France, présents sur tous les secteurs clés du marché. Plutôt, effectivement, on sert plutôt le top 500 des entreprises en France. On a quand même un focus sur les grandes entreprises, même si pour des raisons ou d'autres, on peut regarder des affaires plus petites, mais, enfin des clients plus petits. Mais voilà, on est en focus sur les grandes entreprises et on apporte cette différence sur la technologie qui fait la différence et qui permet de changer un petit peu la vitesse de ces entreprises. Ok. Bon, les marques avec lesquelles on travaille, effectivement, je vous disais top 100. Ça, c'est principalement pour la France, les groupes, les industries avec lesquelles on travaille et on avance. Ok. Dernier point, on a une dynamique importante d'un challenge que chacun donne à son alter ego et le donne à son patron. Hein. Comment est-ce qu'on avance là-dessus, quelle implication on apporte là-dessus, quelle dynamique on donne. C'est vraiment un équilibre. Ouais, tu vas peut-être commenter. Je vais commenter un petit peu parce qu'en fait tout ça c'est pas que des mots, c'est vraiment appliqué au quotidien à Cap. On travaille tout le temps dans des équipes à taille humaine, c'est-à-dire 10, 15, 20 personnes maximum. L'implication est vraiment immédiate, c'est-à-dire que si vous nous rejoignez en tant que stagiaire, vous allez être au feu comme tout le monde, vous allez vraiment être considéré comme quelqu'un, comme un employé qui est là depuis 1, 2, 3 ans. Donc il n'y a vraiment pas de distinction au niveau des stagiaires. Les collabs avant tout, j'ai rarement vu une boîte comme Cap qui s'implique autant pour ses collaborateurs. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe mal sur un projet, en général les managers vont toujours privilégier les collaborateurs, se mettre en frontal pour un petit peu les protéger, les aider à résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir. En termes d'évolution, ce qui est très intéressant chez Cap, c'est qu'on n'est pas cloisonné forcément dans un seul rôle dans lequel on arrive. En fait, à Cap, il y a trois rôles différents. Il y a les personnes fonctionnelles qui connaissent le métier du client, qui vont travailler sur les usages. Il y a les métiers techniques qui vont travailler sur les technos, sur développer du code, faire de l'architecture. Et il y a le troisième pilier qui est la gestion de projet, la gestion de programme. Et on n'est pas forcément cloisonné dans l'une de ces 3 silos, en fait. C'est très poreux. Et si on se rend compte au fur et à mesure de notre carrière que le silo dans lequel on est, ça ne nous correspond pas forcément, il y a toujours possibilité de passer d'un côté à un autre. Donc ça, c'est particulièrement vrai parce que on peut changer d'avis en cours de carrière, en avoir marre de faire du code, vouloir faire de la gestion de projet ou faire de l'usage.
c'est possible. On construit vraiment le parcours qui nous correspond. Et Capgemini, vraiment, c'est vraiment une société qui va donner les billes aux gens qui ont l'envie, qui ont le réalisme pour se lancer dans des projets, de leur donner les billes pour leur permettre de réaliser leurs projets dans de meilleures conditions. Donc maintenant, abordons le sujet du digital. Comment est-ce que nos clients le vivent? Qu'est-ce qui leur arrive? Et comment est-ce qu'ils vont réagir après là-dessus? Donc je pense que la première réaction, c'est parfois une réaction d'horreur. Quand on voit Google et le Nest qui se met entre les fournisseurs historiques d'énergie et les utilisateurs, les foyers américains, il y a quand même une espèce de distorsion que les industriels ont du mal à comprendre, du mal à assimiler. D'un seul coup, les traditionnels règles métiers qui existaient les lignes sont en train de casser. Donc le Nest en est un bon exemple. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un compteur intelligent, un thermostat intelligent fait par des anciens d'Apple et qui ont créé un compteur qui va apprendre comment vit la maison et qui va réduire la facture téléphonique, la facture énergétique de la maison tout seul. En connaissant les habitudes, en connaissant les agendas, il va pouvoir anticiper et réduire. Et aux États-Unis, ils vont même encore plus loin puisqu'ils font broker d'énergie. Ils vont choisir le moins cher, le week-end de Pâques. Si une entreprise est moins chère, eh ben, le compteur va changer son contrat et va aller lui-même chercher un autre contrat moins cher. Donc il y a vraiment une rupture sur le modèle et ça rend effectivement les industriels d'énergie très solides. Alors là, on donne l'exemple du Nest, mais il y a Apple aussi qui veut faire la même chose avec la carte SIM blanche. C'est-à-dire que c'est une carte SIM où on peut avoir plusieurs opérateurs et puis, tiens, j'en ai marre de cet opérateur-là, pouf, je change d'opérateur. Ça cause vraiment un problème pour les opérateurs téléphoniques parce qu'ils sont habitués à je vends un téléphone, je vends un forfait et je sais que ce client-là, pendant 12 ou 24 mois, je vais le garder sous ma coupe. C'est beaucoup moins vrai maintenant grâce à un 4e opérateur en France. Mais le discours est là, en fait, c'est qu'on est en train de passer d'un marché qui est très captif, donc l'électricité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de changer de fournisseur d'accès à l'électricité. C'est la galère, il y a des papiers envoyés partout, etc. Et là, Nest, il vous dit, non, mais t'occupe pas, je vais automatiquement basculer d'un à l'autre, tu paieras toujours le moins cher. Donc vous comprenez bien que ça casse le paradigme qui existe à l'heure actuelle et ça pousse les fournisseurs d'énergie à penser à d'autres moyens, à se repenser en fait. Autre rupture qu'on voit dans nos secteurs, c'est Airbnb ou Booking.com qui là aussi désintermédiarise les locations ou les chambres d'hôtel et qui permet de reprendre la main là-dessus. Donc on a bien changé des choses dans le fonctionnement habituel de la chaîne client-fournisseur et il faut réagir. Autre point, là, cette courbe à droite là, que vous voyez qui a changé et qui prouve que ça a bien bouleversé, on prend les 500 entreprises les plus grosses cotées en bourse du Nasdaq. Il y a en 1960, la moyenne d'âge de ces entreprises était 58 ans. Les entreprises dans les top 500 aux États-Unis étaient de 58 ans. En 2010, c'est 18 ans la moyenne de ces 500 entreprises. Donc il y a eu un énorme renouvellement parmi toutes ces boîtes, il y a eu un énorme changement. Donc il n'y a plus de prime à la longévité et au business model installé. D'accord ? Donc il faut vraiment changer. Alors il faut changer plein de choses. Il faut changer la manière de considérer ses clients, la manière de leur parler, le multicanal, l'omnicanal. Et il faut aussi aller prendre les idées là où elles sont. D'accord ? Et les idées aujourd'hui, elles sont dans les startups, elles sont dans les académies, elles sont dans les instituts qui proposent des solutions. Donc, startups comme Aldébaran là, propose un nouveau canal de communication qui est le robot humanoïde.
Il y a plein de startups en Californie Nest en était une. Il y en a plein d'autres qui offrent de nouveaux services. D'accord ? Donc la Californie est un pourvoyeur d'idées. New York, New Jersey devient aussi un pourvoyeur. Israël est aussi un grand pourvoyeur d'idées. La France, la French Tech. Et on était le 5e représentant en start-up au grand salon de l'électronique de Las Vegas de début janvier. Hein. C'était quand même, c'est de plus en plus prégnant. Donc la France innove, la France invente. Et ça, c'est plutôt rassurant. Alors, au-delà de ça, nous en tant qu'intégrateurs, notre rôle, il va être effectivement de prendre ces nouvelles idées et d'essayer de les évaluer, essayer de les mélanger à ce qui existe aussi. On ne peut pas non plus... tout le monde n'a pas la chance de partir de zéro. Hein. Je veux dire, les constructeurs de Nest, ils avaient un cahier des charges assez simple. Tu me donnes 10 millions, je fais un peu d'études et je trouve quelque chose de sympa à mettre sur les murs. Schneider, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Ils peuvent pas, ils sont 120 000 personnes. Ils vont pas pouvoir dire on repart à zéro puis on va réfléchir à quelque chose de sympa. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc nous en tant que grand groupe de conseil, on va essayer de les aider à comprendre comment ça ils vont l'assimiler, comment est-ce qu'ils vont réussir à changer les règles. D'accord ? Donc il y a 2-3 règles simples qu'il va falloir comprendre. C'est de dire aujourd'hui, vous, nous, on est tous connectés. On est tous couverts en temps réel par un réseau. On a des véritables ordinateurs dans les poches qui permettent de faire plein de choses. Donc déjà, il faut s'adresser à cette audience. Il ne faut pas considérer qu'elle est mineure. Et c'est une info descendante. Il faut leur parler en leur envoyant des choses intelligentes. Et c'est une info montante. Aujourd'hui, le Web 2.0, ce qui se passe sur le Web est important à comprendre. Et donc les réseaux sociaux, de manière générale, sont vraiment des moteurs qui ont changé les choses. Et en mobilité, en plus... Aujourd'hui, vous avez un problème avec votre opérateur, avec une chaîne de magasins. Avant, vous envoyiez un courrier avec lettre, accusé réception. C'était que entre vous et votre prestataire. Maintenant, vous mettez un bon post bien assassin sur Twitter ou sur Facebook, vous êtes sûr que vous allez avoir une réponse très rapidement. Ça encore une fois, ça montre vraiment l'évolution dans la mentalité nos clients, des prestataires. C'est vraiment que maintenant, ils sont ouverts sur le net et il faut qu'ils gèrent ça, en fait. Si vous avez un jour un problème avec Air France, votre avion n'est pas parti à l'heure ou des problèmes, faites un tweet allez sur Twitter, mettez un post. Je vous garantis qu'en moins d'1 heure, vous allez être appelé. D'accord ? Ça a été testé plusieurs fois. Air France, là-dessus, c'est complètement à l'écoute. Alors, je pense qu'il y a aussi des barrières à mettre dans tout ça. Hein. Il faut être capable de modérer. Hein, et c'est là où l'intelligence de la modération va avoir de l'importance. Mais voilà, il y a des entreprises qui commencent à mettre les choses sur Internet et à écouter ce qu'Internet leur dit. Alors, autre point important, effectivement, les utilisateurs, ce sont des clients avec lesquels vous devez traiter des nouveaux usages et leur proposer de nouveaux services qui vont découler de cette nouvelle manière. Donc le digital, cette chaîne-là, elle va rendre tout automatique, elle va rendre tout numérique et elle va filtrer les informations pour qu'elles aillent au bon endroit, au bon niveau. Ensuite, rupture chez nos clients. Alors, la rupture chez nos clients, c'est qu'avant, un magasin, une grande enseigne, elle avait son magasin en briques, elle vendait dans son magasin le caddie. Et bien maintenant, cette marque, si elle n'est pas aussi sur Internet, c'est toute une part de marché qui va lui échapper. Avec quelques retours en arrière là-dessus, on voit beaucoup si on parle des marques de supermarchés, effectivement, Amazon est venu largement perturber le modèle de la Fnac, hein, par exemple, le magasin physique. Cependant, je pense que la Fnac, hein, pour citer qu'elle, a bien réagi par rapport à ça, a remis en place un meilleur site de e-commerce. Hein, c'est une super appli mobile.
super appli mobile. C'est parce que c'est nous qui l'avons faite, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais n'écoutez pas ça, j'avais un truc un peu plus profond quand même que de faire de la pub. Et a remis aussi dans le magasin, vous pouvez aller à la Fnac et commander sur Internet. Hein, et ça, c'est aussi une chose intelligente de remettre dans le magasin on faisait du web to store en commandant sur le web et en allant en magasin. Les grandes marques ont cru qu'elles pourraient lutter là-dessus, mais c'est même pas la peine. Même si vous achetez un truc à 50 €, vous irez de toute façon sur Google voir si par hasard il n'y a pas le même à 30 € quelque part. Hein. On est tous pareils et on le fera. Donc on comparera maintenant. Si on veut l'avoir dans l'après-midi, on va aller à la Fnac du coin ou au magasin d'électronique du coin. D'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont su, dans le magasin, pouvoir voir si le produit n'est pas disponible, je peux me débrouiller pour me le faire livrer. Et ils ont été plus loin puisqu'ils ont fait aussi de la revente d'autres fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont invité sur leur site web plein d'autres fournisseurs qui pouvaient avoir des dispos, des meilleurs prix et qui pouvaient proposer même des CD usagés ou des CD ou des DVD usagés et qui permettaient encore de faire baisser les prix. Donc ils sont devenus une vraie place de marché sur Internet et je pense que ça a été bon pour attaquer les pure players. Voilà un exemple de... Je ne crois pas que ce soit nous qui ayons fait le conseil, mais c'était quand même un bon conseil à prendre de dire la meilleure façon de réagir, c'est de répliquer avec les mêmes armes et en essayant d'aller un peu plus loin. Autre chose, aller plus loin, ça veut dire aussi être plus près des gens. Donc il y a un retour de ces magasins en centre-ville, parce que c'est quand même ici que les gens habitent. Les supermarchés en périphérie immense, ça a aussi des défauts, hein, des gros défauts. Donc ce genre de distributeur revient aussi en centre-ville. Carrefour a récemment acheté toute une chaîne de petits magasins en centre-ville pour remettre sa marque au cœur de la cité. Donc c'est intéressant de voir comment finalement avec une modération par le business model, par les modèles, on va pouvoir un petit peu changer la donne. Alors pourquoi aller vers le digital ? Effectivement, on l'a vu, la technologie a beaucoup d'importance. Les objets connectés en sont une partie, mais il y a plein de technologies qui vont changer la vie. Les lectures des films en mobilité, l'achat sur Internet, le guidage autoroutier. Regardez, les applications comme Waze ont changé les choses. On fait du mal à TomTom et aux outils traditionnels, puisque maintenant c'est gratuit, c'est guidé. Et ça, depuis que les data mobiles sont à volonté, voilà, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un Waze que d'utiliser un TomTom. Les objets connectés, lui en est un, n'est-ce pas ? C'est intéressant de voir comment ça va changer un peu la donne. C'est un peu le début, là. Je veux dire, ça existe depuis longtemps, les objets connectés, mais on n'avait pas encore forcément trouvé de business model. Nous, on commence à travailler avec le Grand Paris. On travaille avec des villes de plus en plus connectées qui se posent des questions de comment je rends le service. Hein. Il y a toujours quand même un gap entre l'objet connecté de la Smart Cities et le service et le retour pour les clients. Les attentes des clients plus fortes sur tous les canaux. C'est évident qu'on est de plus en plus impatient, qu'on a besoin de vérifier qu'on est sur le bon canal pour acheter. Et les changements de business model, on en a parlé tout à l'heure au travers de chaque nouvel acteur dans chaque secteur qui vient changer la donne et bouger. Et je pense qu'on n'est qu'au début. Hein. Dans les 5 ans, ça va s'accélérer encore bien plus que ça. Alors, au-delà de ces explosions technologiques et ces nouvelles attentes des clients, le digital va servir à automatiser tout ça, à rendre encore plus de services et à désintermédiariser, encore une fois. Aujourd'hui, Renault, Peugeot, les constructeurs automobiles veulent parler à leurs clients, veulent engager des négociations, des discussions avec les conducteurs automobiles, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, Renault ne connaissait pas forcément son client final. Il passait par des garages ou des revendeurs sans connaître le client. Maintenant, avec la voiture connectée, ils vont changer le modèle. Et il y a des modèles nouveaux qui sont en train d'apparaître et qu'il faut essayer de découvrir. C'est vrai aussi pour les vendeurs d'accessoires dans les voitures, mais aussi les vendeurs d'accessoires dans les maisons, la sécurité. Donc on voit
plein de nouveaux objets, de nouveaux services arrivés, avec un problème que nous, on pressent, c'est que depuis 10 ans, tout le monde a fait, Somfy a fait ses volets roulants, les alarmes sont devenues intelligentes, les objets qui permettent de remonter des infos, mais tout ça, c'est un peu désordonné. Et il y a beaucoup d'acteurs qui viennent autour du domicile, du foyer, hein, pour essayer de reprendre la main et contrôler tout ça. Alors quand je dis beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire que les énergéticiens avec les compteurs intelligents comme EDF, GDF se disent pourquoi pas moi, la maison, moi je peux lui parler, je peux aider à vendre des services. Canal+ et les médias de manière générale ont aussi une box, hein, essayent de se dire avec cette box-là, finalement c'est la box master, le Media Center, je vais pouvoir prendre la main là-dessus. La Poste, tous les gens qui viennent tous les jours dans vos domiciles, foyers, qui ont des gens qui circulent, la Poste se dit mais non, moi je vais pouvoir rendre le service de bout en bout. Donc multitude d'acteurs qui arrivent, le vendeur d'eau, le vendeur de gaz, il n'y a pas de fin, le vendeur de charbon, bon, eux, ils ont moins de débouchés, mais le vendeur de Nicolas pourra aussi prendre la main sur les maisons en vendant des cajots connectés. Donc aujourd'hui, ces acteurs-là sont en train de changer. Donc le digital perce et on va avancer rapidement là-dessus. Donc en fait, pour nos clients, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que leur performance de business, en fait, maintenant, c'est lié à leur maturité dans le digital et à leur dynamisme pour opérer les changements qui sont nécessaires. Parce que si on est mature pour le digital, mais qu'on est une grosse entreprise qui bouge très très lentement et qu'on va mettre 10 ans à faire notre nouvelle version de notre appli, c'est pas la peine, quoi. Donc il faut du dynamisme, de la prise de décision, et il faut également être ouvert aux nouveaux usages pour pouvoir capitaliser sur notre performance business. C'est ça qu'il faut que le client assimile et lui faire comprendre. Et Chuck est très, très d'accord avec ça. Donc, on parle en fait de 4 catégories. Ça, c'est le Gartner qui nous dit ça. Tout le monde connaît le Gartner ? Tu fais une petite presse du Gartner, Jean-Claude ? Il y a 2-3 cabinets dans le monde qui font des analyses, mais un peu comme les banques Morgan Stanley et d'autres, font des analyses du marché. Mais en l'occurrence, je crois que cette nomenclature, c'est Capgemini qui l'a définie avec le MIT. Il y a 5-6 ans, on a décidé de faire une étude avec le MIT, Massachusetts Institute of Technology à Boston. Et on a classé, et l'idée c'était d'interviewer 500 boîtes et de comprendre, il y a 5 ans, hein, c'était quand même un peu le début, comprendre qu'est-ce qu'ils avaient digitalisé, où en était-il du digital. D'accord ? Et on a défini, alors les consultants, il faut savoir qu'un consultant, ça aime bien faire un cadran pour jamais se perdre. Hein, donc au moins, il sait qu'il butera sur un des côtés à un moment donné. Donc il y a un cadran, ils en mettent 4 ou 6 parfois, carrés. La 4, ça va suffire. La 4, ça va suffire. Donc, en fait, on distingue 4 maturités, 4 mindsets différents. On va voir les beginners. C'est ceux qui commencent à faire un peu de digital, mais voilà, ils tâtonnent. On va voir les fashionitas. Ah ouais, ça c'est à la mode, je veux en faire, allez, on y va. On a les conservatives. Ah non, on n'y va pas. Jamais chez moi. Jamais chez moi. Les digiratis, je pense que c'est diginatif, non ? Non, c'est digiratis. Digiratis. Et on voit parmi ces 4 structures, les seuls qui arrivent à faire du profit, c'est les digiratis. En fait, ils sont capables d'augmenter de 9% leur part de marché, leur revenu, par rapport aux fashionitas, aux conservatives, aux beginners. Et si on reporte ces catégories sur leur profitabilité, ouais, là c'est le revenu, là c'est la profitabilité, on voit plus 26% pour nos digiratis, moins 11% pour les fashionitas, moins 24% pour les beginners et plus 9% pour les conservatifs. Ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas faire du digital parce que c'est la mode. Bad idea. Quand on se lance, ça a un coût. Et de rien faire, on gagne peu
très peu même par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on se lançait vraiment. Voilà. Au-delà de cette étude qui était vraie il y a 5 ans, qui nous a servi à évangéliser et à convaincre les gens d'en bas qu'il fallait être capable de monter. D'ailleurs, là, on a fait, si on rapprochait un peu par secteur d'industrie, on isolait un petit peu les catégories. C'est pas que tous y soient, mais la majorité y était. Les gens qui avaient compris que serait de l'importance que le multicanal, la manière de vendre, Apple en était un, tout ce qui était high-tech avait compris. Les distributeurs comme Carrefour, Auchan avaient assez compris assez tôt, puisqu'ils vendaient même sur le Minitel il y a quelques années les packs d'eau. Hein. Donc voilà, ça c'est un canal nouveau. La banque a aussi assez vite compris ça et a digitalisé tous ces canaux. Donc ça, on retrouve par secteur. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les télécoms étaient plutôt dans le secteur très tôt dans le numérique, mais le très tôt et l'acquisition successive a fait que c'était très siloté, qu'il n'y avait pas un vrai bénéfice. Hein. Quand vous appeliez, je crois que c'est toujours vrai, quand vous appelez un opérateur en lui disant que vous avez la box, il ne sait pas que vous avez 3 mobiles. Hein, ça reste vrai chez certains opérateurs. Pareil, les transports, la SNCF. Hein, si on prend un exemple, je ne sais pas si vous prenez le transport, mais la SNCF, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Bon, maintenant, les gens qui sont en bas, comme la pharmacie, les manufactureurs ou les assurances, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est même plus la peine de présenter ce slide au DSI, aux patrons de ces boîtes-là. Ils ont tous compris où il faut aller. D'accord ? Donc cette partie d'évangélisation là qu'on a faite, c'est quasiment une page d'histoire, parce qu'il n'y a plus besoin de convaincre de ça. On est plutôt maintenant dans le comment. D'accord ? C'est pas le pourquoi. On a passé la phase du pourquoi. On est dans la phase et oui, mais moi, comment moi je m'en sors ? Parce que j'ai quand même un métier très différent. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de manufactureurs ou manufacturiers, ouais, d'usines, hein, venir nous voir et de se dire finalement comment je mets des tablettes dans l'usine, comment je mets des objets communicants, comment est-ce que j'accélère l'automatisation de mes process grâce à ces outils. Hein. C'est aussi bien pour leurs besoins à eux que pour la vente. Hein. Je parlais des voitures connectées tout à l'heure, un petit peu avant. Alors, pourquoi aller vers le digital ? Alors pourquoi ? Pour répondre aux besoins des clients, ça c'est le facteur numéro 1. Il faut permettre la continuité des usages. Donc Jean-Claude le disait, avant un opérateur téléphonique, vous aviez une box, c'était pas le même service qui s'occupait des téléphones portables, donc du coup ça communiquait pas ensemble. Apporter un vrai différenciateur en fait sur ce sujet, être le premier, en général, c'est de très bon augure et ça va faire un effet boule de neige sur le métier du client. Améliorer sa profitabilité, on l'a vu. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc si on montre que ça a une vraie valeur pécuniaire de transformer, de faire ces changements-là, c'est bon à prendre. Et développer sa marque, montrer qu'on est présent, se faire connaître. Dans un monde qui est ultra concurrentiel comme celui d'aujourd'hui, c'est très important d'avoir sa marque au-dessus des autres. Voilà. Bon, ça c'était notre intro. Elle était un peu longue. Je m'aperçois qu'on a fait un peu long sur l'intro. Mais bon, c'était au cas où il n'y en avait qui n'a pas suivi depuis 10 ans, qui aurait pu dormir pendant 10 ans et qui ne s'était pas aperçu que ça avait changé. Bon, eh ben, je vous dis, ça a changé. Alors maintenant, nous, comment on répond à ça ? Parce que nous, on a un grand groupe, hein, 150 000 personnes. On fait des gros projets pharaoniques que je ne citerai pas ici par pudeur, hein, c'est pas. Mais on est aussi... Alors c'était ça un peu notre emblème, parce que il y a effectivement des boîtes qui peuvent paraître plus agiles que nous, qui peuvent paraître plus rapides, plus directes là-dessus. Alors comment est-ce que nous, on pouvait répondre à ça ? Eh ben, on a répondu à ça par encore une fois la capacité dont je vous parlais au début d'être entrepreneur à notre niveau, que chaque entité est capable d'avoir sa propre entreprise, sa propre part d'innovation, sa part d'engagement. Donc on a créé des structures qu'on appelle des labs innovation. On a fait exprès de ne pas appeler ça innovation, parce qu'on aime beaucoup l'anglais quand même dans le conseil. Si on avait appelé ça Innovation Lab, il y avait beaucoup trop d'Américains qui faisaient Innovation Lab, donc sur Google ça marche moins bien. Vous mettez Lab Innovation, on est quasiment les seuls à avoir inversé
les deux choses. Hein, voilà, donc c'est une petite astuce de marketing, mais vous verrez, vous y viendrez. C'est un hasard aussi, mais bon, ça fait partie des choses. Donc voilà, on crée ces entités dans chaque région. Là, on va parler des régions en France, et attaché à une industrie, ça nous a permis il y a 3 ans. Donc il y a 5 ans, je vous remets le calendrier. À 5 ans, on prêche bouger, aller vers le digital, pousser, aller tout le monde vers le digital. Et il y a 2 ans, on s'est dit oui, mais une fois qu'on leur a dit ça, comment est-ce qu'on assimile ça? C'était pas évident à assimiler pour des grosses boîtes, grosses structures qui marchaient très bien par ailleurs. Leur dire mais il faut tout changer parce que dans 2 ans, Uber va vous manger ou Netflix va vous absorber. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais pour bouger? Donc, on crée des entités autour d'industries. Alors, à Nantes, il se trouve qu'il y a beaucoup de mutuelles. Donc, on va travailler avec les mutuelles sur comment est-ce qu'on montre la manière de digitaliser. Les mutuelles, les transports, la SNCF a beaucoup de centres de décision dans la région bretonne. À Lille, on travaille avec les industries de distribution, hein, évident, tous les Auchan et compagnies qui sont là-bas. Donc on travaille avec eux, on apprend, on découvre, on montre et on complète des informations. Donc depuis 3 ans, on accumule les bonnes expériences, les bonnes idées et on essaye de les mettre en œuvre. À Toulouse, Aérospace, Airbus, EADS, l'ESA. On travaille avec tous ces grands donneurs d'ordre et on les accueille chez nous, on échange, beaucoup d'interactivité. Donc ça fait partie des choses qu'on apprend vite et on permet d'avancer. Grenoble et Lyon, plutôt autour des gros industriels, la chimie, le couloir de la chimie, tous les gros industriels, on travaille avec eux, on grossit. Et à Paris, plutôt les administrations et plutôt la centralisation, mais ça je ne vais pas vous l'apprendre, à Paris il se passe plus de choses parfois qu'en province. Voilà. Ouais, la vidéo. On va montrer la vidéo de ce que sont ces lieux. Ces lieux d'expérience et de découverte. Tu mets en grand? Ouais. Attends. Ah, et tu mets le son. Ouais, mais tu l'as mis toute petite sur le slide. Ah, bon c'est pas grave, laisse-la en petite. C'est de ma faute. Mais le son? Non? On n'est pas super au point, hein, vous avez vu? Un peu petit, ouais. Ouais. Ça fait réagir. Joue aux cartes. Alors ça fait partie des choses qu'on aime bien faire, c'est écrire sur les murs, coller des post-it. Ça c'est une manie qu'on a chez nous depuis pas mal de temps. On appelle ça un brown paper. Hein, donc, on a un petit slide après sur les méthodos agiles. Ouais, je ne veux pas dévoiler, mais je vois que l'heure avance. Il y a quoi? Il y avait un son? C'est que de la musique. Ok, c'est que de la musique. Ça? On peut le mettre la fin. C'est fini. Trop tard. C'est vrai, c'est fini? Il y aura un autre. Vas-y, remets-le pour suivant. Bon, voilà. Excusez le son, c'était moyen, mais bon. Voilà.
Vous avez compris l'esprit. Alors voilà, dans ces centres, un petit peu dans ces centres, comment est-ce qu'on capture ces nouvelles idées, comment est-ce qu'on les met en œuvre et pourquoi on a créé ces centres? On a créé ces centres d'abord pour montrer les choses. C'était important que nos clients visualisent ce que voulait dire du social, ce que pourrait changer l'expérience de leurs clients grâce au big data, comment on pourrait la changer. Donc le showroom est une pièce importante dans laquelle on commence la plupart de nos histoires. On montre au nouveau les chakras. Deuxième endroit, c'est la zone d'accélération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié 2, 3 assets qui allaient changer la vie de l'entreprise, il faut réunir toute l'entreprise, tous les départements de l'entreprise, tous les différentes forces de l'entreprise et les convaincre ensemble qu'il faut changer les choses. Il y a des gros problèmes de gouvernance dans les entreprises aujourd'hui en France et un peu partout. C'est-à-dire que tout le monde trouve que ce qu'ils faisaient c'était plutôt bien, que c'était à la bonne vitesse, à la bonne chose et que changer la cadence, changer les outils, c'est très compliqué. Donc il faut faire un petit peu de pédagogie là-dessus. Et troisième partie qui était importante aussi pour nous, c'est de montrer qu'on pouvait fabriquer les choses. D'accord ? Donc on a créé un Fab Lab dans l'entité qu'on appelle aussi une Digital Factory, dans lequel on va faire les projets en agile et on parlera un petit peu méthodologie tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est important. Ces lieux-là sont bien sur cette triptyque. Je montre, je choisis et design et je fabrique. Et on se donne 8 semaines en gros. Le challenge qu'on donne à nos clients, c'est Fast and Furious. Hein, c'est 10 semaines. Si ces 10 semaines ça ne marche pas, allez, ciao, bye, on ne fera pas, ça ne marchera pas. Et ça, c'est vraiment des choses que Google, Android nous ont appris. Il faut mieux lancer quelque chose et si ça ne va pas, on le retire. Mais on n'est jamais dans la culture de l'échec, on a la culture de la tentative, du test. Vas-y. Donc ces lieux-là, c'est un exemple de lieu, celui de Paris, avec une zone de showroom dans lequel vous avez vu tous les outils d'interaction qui peuvent exister. Il y a des fauteuils aussi de cette couleur-là. Très belle couleur, hein, par ailleurs. Et ensuite une zone d'accélération qui est plutôt une zone plénière, un forum, là, comme ici, dans lequel chacun va venir challenger l'autre. C'est des méthodologies issues de l'école Montessori, dans lequel on construit sur le voisin et on ne détruit pas le voisin, mais on challenge ses idées en essayant de construire là-dessus. Et troisième partie, le Fab Lab, Loïc va vous en parler, c'est là où on fabrique. Ouais, c'est un grand espace de bench en fait où on peut développer. Donc souvent on a des personnes du client, enfin nos clients finaux qui viennent et qui développent avec nous en incubation. Les projets. Voilà, quoi dire de plus. Un co-espace de travail. Co-innovation, ouais. Voilà. Vas-y, continue. Ok, alors là-dessus, les recettes de cuisine qu'on applique, elles ne sont pas très compliquées. On n'est pas des chercheurs. Nous, on est plutôt des faiseurs, des metteurs en scène. D'accord ? Ouais. Donc, vas-y. On a vraiment 5 axes dans les sujets digitaux qu'il faut qu'on adresse. C'est le social, ça on en a parlé en long, en large et en travers. La mobilité aussi, tout le monde a des smartphones. Comment je peux faire cohabiter le smartphone dans mon SI ? iPhone, Android, Windows Phone, je fais une application native, une application cross-platform, comment je branche mon SI derrière, etc. Analytics, bon, tout le monde a entendu parler de la big data. J'ai un flot de données, une quantité incommensurable de données. Comment je vais extraire l'information qui est dedans, qui va m'intéresser, qui va être pertinente. Le cloud... Donc fini maintenant le serveur qu'on lance, maintenant tout est dans le cloud, on a besoin d'une machine, on appuie sur un bouton dans une interface web, on a une machine qui se lance, on est capable de s'adapter au flux des clients. Quand il y a de la charge sur mon serveur, je suis capable de lancer des nouvelles machines automatiquement pour absorber la charge. Tout ça, c'était absolument impensable il y a encore quelques années. On peut dire un grand merci à Amazon. Et les things... L'Internet des objets, la prochaine révolution, vraiment, ça va être tous ces objets qui communiquent, ils vont apporter de la valeur et de l'information qui vont m'être utiles. Vas-y. Ok, alors vas-y. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en œuvre ? Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça ? Alors, nous, au sein de CAP, en fait, on a 3 piliers
Donc c'est la vision, donc c'est ce que présentait Jean-Claude dans l'atelier, dans le showroom. On va explorer les différents usages, on va montrer des démos, le client va se dire « Ah tiens, ça ressemble à… » Monte ton micro. Tiens, ça ressemble, je voudrais bien faire un truc dans cette tête-là, etc. Donc on cherche des idées. Avec on va chercher comment on va industrialiser ces idées, avec du lean management par exemple, aller à la chasse au gaspillage, mettre le focus vraiment sur ce qui est important. Le dicton, c'est mettre 80% d'efforts, enfin 20% des… Non, je l'ai perdu. Bon. C'est se concentrer sur les 20% qui donnent 80% de valeur. C'est ça l'important. Et après, nous, au sein de Capgemini, on a monté vraiment des pôles d'excellence dans des technos. On a des centres qui sont spécialisés dans les CMS, dans le développement d'applis mobiles, etc. Oui. Alors, Capgemini, en fait, on n'est pas tout seul dans la bataille. On s'appuie vraiment sur tout un réseau qui va aussi bien contenir des écoles, des universités, des startups, des grands comptes, des Microsoft, des Google, des fournisseurs de services, Salesforce, Jaya, Drupal. On va vraiment se baser sur un écosystème afin de tirer le plus de valeur possible, de chercher la valeur où est-ce qu'elle est. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer un CMS alors qu'on a un partenaire qui s'appelle Jaya Drupal, qui a des très bons CMS et on a développé une grande expertise sur ces sujets. Il y a un point important là que je vois ici, c'est toujours le souci de former, de grandir, de faire grandir les collaborateurs avec une université au nord de Paris là, qui permet de donner des cours et de faire grandir nos collaborateurs. D'ailleurs, pas que les collaborateurs. Capgemini, on est aussi actif dans les relations écoles. Bon, là, on a un exemple de la forme que ça peut prendre, mais moi, je suis également intervenant en 5e année d'école d'ingénieur pour donner des cours sur le développement Android, par exemple. Enfin, on a vraiment tout un panel. On cherche vraiment à rayonner, j'ai envie de dire, et à partager le savoir. C'est pour ça qu'on est ici. Donc là, on va passer rapidement sur les différentes démarches un peu plus concrètes. Quand on démarre un projet chez nous au Lab Innovation, comme je disais, on se focus sur les usages. C'est beau d'avoir une vision de qu'est-ce que va faire l'usager, mais c'est mieux de savoir exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il faut remettre l'utilisateur vraiment au centre de la pensée du développement. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il va avoir besoin de telle fonctionnalité, allez, on va lui faire changer son mot de passe, tout un tas de fonctionnalités qu'au final, on s'apercevra qu'il ne s'en sert jamais de cette fonctionnalité. Donc tout le temps, l'énergie qu'on a passé à développer cette fonctionnalité, c'est perdu parce qu'il y a moins de 10% des utilisateurs qui l'ont déjà utilisé au moins une fois. Donc, pour un petit peu améliorer notre réactivité, on va aussi utiliser beaucoup de méthodes agiles. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent les méthodes agiles ? Les méthodes de gestion de projet agile. Bon. En fait, jusqu'à il y a peu, le paradigme, c'était le cycle en V. Je vais pondre 5 kilos de documentation et après, je code. Voilà, ça fait 2 ans que mon projet dure avec mes 5 kilos de doc du début et au final, je me perçois que ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais besoin. Donc, pour pallier à ça, on va passer de façon itérative. On va écrire un petit peu de doc, on va l'implémenter, on va le mettre dans les mains d'un utilisateur et capter son retour afin de corriger ce qui ne va pas dans nos débuts de doc. Et au final, on aura une appli qui aura le plus de valeur métier possible pour notre utilisateur final. Donc, ça implique de changer un petit peu notre façon de penser. Donc, je vous invite à lire le Manifesto Agile, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est en fait un ensemble de règles, de conseils sur les relations avec un projet. C'est par exemple que les interactions entre les individus sont plus importantes que les process et les outils. Que un logiciel qui fonctionne, c'est plus important que 5 kilos de doc.
Ça peut paraître logique dit comme ça, mais il y a beaucoup de clients qui ne démarrent pas un projet s'ils n'ont pas leurs 5 kilos de doc que personne ne va lire au début de projet, quoi. C'est la réalité du... Et on allie à ça les meilleurs technos qui peuvent exister. On est en veille constante des différentes technos. On change des fois d'approche. Voilà, on cherche l'efficacité là où elle est, quoi. Donc là, c'est du pure gestion de projet, c'est l'agilité. Je disais, on ne va pas commencer par faire 5 kilos spec au début. Au début, on va se dire, en tant qu'utilisateur, je veux me connecter pour accéder au service. Ok, j'implémente ça. J'implémente une page de login. Et après, je vais me dire, ouais, ok, mais je voudrais maintenant une boîte qui me permet de me souvenir de mon login pour pas que j'ai besoin de le retaper. Ok, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir mémoriser mon login pour pas avoir besoin de le retaper. Et ainsi de suite, on va construire notre application par des petites user stories comme ça, des petites histoires qui à la fin donneront un logiciel qui sera vraiment utilisable et utilisé par les clients. Et une fois qu'on a toutes ces histoires, en fait, notre client, il va être capable de les prioriser les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que se loguer, c'est quand même beaucoup plus important que de pouvoir changer mon avatar sur le site. Ça fait sens. Donc, par priorisation comme ça, on va pouvoir se focuser là où il y a vraiment de la valeur pour le client. Et je crois... Donc, au final, on va avoir une sélection d'usages, nos petites histoires, qui vont souvent être multicanales. Donc, on parlait de mobile, de web, de guichet, de réseaux sociaux. On peut imaginer des déclinaisons multicanales. Et intégrer des usages, afficher de la carto, faire de la reconnaissance vocale, etc. Ouais, alors, ça c'était les 10 fois l'opération dans un milieu hostile de type Fukushima, pardon. Et on va rendre le pompier efficace parce qu'il aura répété 10 fois l'intervention. Voilà, on va numériser les plans de l'usine, les rentrer dans l'Oculus, faire un rendu 3D de l'usine. Et du coup, le technicien, il sait qu'exactement à tel endroit, il a la vanne, il peut se déplacer au sein de l'usine. Et tout ça sans gêner le fonctionnement de l'usine. Alors là aussi, sur les Google Glass, on avait acheté ça il y a 1 an et demi en se posant la question à quoi pouvait bien servir une Google Glass, à part effectivement avoir une indication sur son vélo à San Francisco pour savoir par où passer pour aller à la plage. Et ce qui est intéressant dans ces labs innovation, dans ce partage d'infos, dans ces visites clients, c'est que c'est un peu par hasard qu'on a fait le premier projet autour de la Google Glass. On l'a fait avec Rio Tinto, qui est un des plus grands mainteneurs fournisseurs d'aluminium. Fournisseurs d'aluminium et exploitants de mines dans le monde entier. Et grâce au Google Glass, en fait, on a pu montrer que les interventions sur ces équipements qui étaient très délicats, très complexes, pouvaient se faire par l'intermédiaire d'un local qui mettrait les lunettes et à distance, l'expert pouvait, grâce à la vision que lui apportaient les lunettes en temps réel, donner des indications comment faire le dépannage. Donc c'est des choses intéressantes. Et voilà un usage de Google Glass auquel on n'avait pas forcément pensé. Et même Google était très intéressé par savoir qu'on avait réussi à déployer ça pour de vrai chez un industriel. Les drones, pareil, il y a une division maintenant drone à la SNCF qui travaille sur la coupe des arbres, qui ont fait des logiciels pour surveiller la pousse des végétaux en bordure de ligne et couper en anticipant ces végétaux pour éviter les accidents, les chutes d'arbres sur les rails ou sur les caténaires. Et voilà, ça a l'air de rien, mais c'est super complexe. Ils ont travaillé avec des universités qui ont développé tout un modèle qui est déjà, ils sont capables à partir d'une image de reconnaître n'importe quelle plante quasiment de la planète, à partir juste d'une image, d'une photo. Et ils ont travaillé avec une autre université qui a tout un
modèle de croissance de chaque plante. Et en couplant ces informations, ils sont capables d'estimer à peu près quand est-ce qu'ils vont devoir couper tel arbre parce qu'il commencera à gêner les voies. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce genre d'usage, hein, c'est qu'on va mêler le drone, qui a une caméra fisheye HD, qui est capable de voir des images. On va utiliser la 3D, éventuellement avec des caméras 3D pour faire des choses, et on va utiliser le machine learning, qui est aussi... Donc c'est le mélange de ces concepts, de ces ruptures technologiques, qui fait que nous, on prend notre sens, parce que nous, on est capable d'intégrer des ruptures technologiques qui viennent de mondes différents et être capable de les mettre en œuvre pour répondre à des usages. Vas-y, on va pas détailler tout. Il y avait une autre vidéo, mais si elle est aussi petite... bon, on va peut-être passer à la démo. Ouais. Hein, donc, voilà Nao. Donc, Toi, Nao. voilà. Ah, il va se relever. J'espère que ça glisse pas trop, la moquette. Ouais, je vais juste lui remettre du son. Ça te va? Ouais, tu veux lui remettre du son. Donc ça, c'est intéressant parce que pour nous, c'était un nouveau canal. On l'a acheté en novembre donc à une start-up de ici les Moulineaux qui s'appelle Aldébaran. Et c'était plutôt aujourd'hui en faculté, dans les facs, dans les bureaux de recherche depuis 5-6 ans, à plutôt démonter, pas le robot, hein, démonter les mécanismes de machine learning qu'il y a dedans, les capacités, les capteurs. Mais Loïc va vous en dire un peu plus là-dessus. Et nous, on s'est dit, bon, bah, quel usage? On est toujours dans cette réflexion de l'arbre. On a fait venir des clients. On a discuté avec des clients. À quoi ça pourrait servir? Bonjour Nao. Effet démo, bien sûr. Bonjour Nao. Bonjour visiteur. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va. Tant mieux, sinon j'aurais pu te faire une danse pour te remonter le moral. Donc en fait, Nao, pour nous, c'est une véritable rupture émotive. En fait, quand on voit Nao, il est jamais statique, il est toujours un peu en train de dandiner, à regarder là d'où provient le bruit, à s'intéresser un petit peu aux conversations. C'est un objet connecté, il a le Wi-Fi, et pour nous, c'est un petit peu la future interface utilisateur de demain. C'est-à-dire que avec Nao, on est capable d'interagir avec des systèmes plus complexes. Par exemple, là, je vais vous présenter une démo. On a couplé Nao pour le rendre hôte d'accueil en boutique. Donc, bonjour Nao, je cherche la boutique. Si c'est bien la boutique que vous cherchez, vous la trouverez sur votre droite. Mais avant de partir, merci de me présenter votre badge afin que je vous enregistre dans notre base de données visiteurs. Donc en fait, les magasins, quelque chose qui est vraiment primordial pour eux, c'est l'usage de la carte de fidélité. On a un exemple d'un grand magasin qui jusqu'à présent en fait avait d'un côté le web, les achats sur le web, et de l'autre les achats boutiques. Et il était incapable de pouvoir faire le pont entre les deux. Donc grâce à la carte de fidélité, en fait, il est capable de reconnaître l'utilisateur. Donc là, j'ai une carte de fidélité. Bon, je ne vais pas prendre lui. Il n'est pas intéressant. Il dit juste bonjour. Voilà, je vais prendre Monsieur Martin. Il a une caméra, il va lire le badge. Il a assez de lumière. Normalement, je pense. Alors là, c'est un petit peu lent parce qu'en fait, il va se connecter directement à Salesforce. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Salesforce? En fait, là, Nao va aller se connecter à Salesforce et va récupérer les informations de mon visiteur. Non, tu veux pas? Bon. Ouais. Bonjour monsieur Dumer. Je vous souhaite une bonne journée. Donc là, j'ai scanné Monsieur Dumer, en fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Monsieur Martin. Bonjour monsieur Martin. Sachez que vous disposez d'une remise de 20% sur l'espace téléphonie. Je vous souhaite une bonne journée. Là, en fait, il a vu dans Salesforce que mon utilisateur, il avait suffisamment de points pour avoir le droit à une réduction de 20%.
Donc, il va suggérer à l'utilisateur d'utiliser ces points aujourd'hui dans la boutique. Et en fait, la société qui a racheté Aldébaran, SoftBank, a travaillé sur le grand frère de Nao, qui s'appelle Pepper. Il mesure 1,20 m et a une tablette sur le torse et sur roulette, en fait. Et du coup, il est déployé dans toutes les boutiques. SoftBank, c'est un des opérateurs télécoms japonais. Et du coup, dans beaucoup de magasins, ils ont déployé le Pepper pour faire l'accueil des visiteurs. Et ils ont augmenté significativement l'afflux de visiteurs et le panier moyen des visiteurs qui venaient dans les boutiques. Tu as des chiffres, Jean-Claude, je crois ? 30%. Ils ont déployé ça dans 100 boutiques et ils sont en train de faire le déploiement sur 5000 boutiques, je crois, ou 10 000 boutiques. Non, il veut pas. Danse Gangnam Style. Le coréen, c'est trop dur à prononcer. Gangnam Style. Non. Et il a un petit comportement pour se présenter un petit peu. On n'est qu'au début de la recherche autour de cet objet. Il a un potentiel énorme parce que effectivement le machine learning, on croit. Il y a une boucle. Là, il y a une boucle. Non, il charge. Ah, il charge. Juste une seconde. Attends. Juste une seconde. Backslash. Backslash. Go to. Ça y est. Présentation. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde, imaginé et conçu en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Il y a plus de 7000 Nao en utilisation tout autour du monde, dans les universités et laboratoires. Voulez-vous d'autres détails techniques ? Oui. D'accord. En comptant toutes les articulations de mon corps, je dispose de 25 degrés de liberté. Je peux utiliser les sonars situés sur mon torse pour détecter d'éventuels obstacles. Mes deux caméras me donnent un champ de vision élargi. Grâce à elles, je peux regarder droit devant moi. Ou à mes pieds. Vous savez, pour éviter de marcher n'importe où. Les 4 microphones situés autour de ma tête me permettent de détecter l'origine des sons aux alentours. Oh. /po égale 100 / tant que j'y pense, il y a 4 capteurs de pression sous chacun de mes pieds. Combiné avec ma centrale inertielle, ils m'aident à garder mon équilibre. Je peux utiliser un ensemble de LED pour exprimer diverses émotions et interagir avec vous. Quant à vous, vous pouvez utiliser les capteurs tactiles situés sur ma tête, par exemple, pour me faire passer des informations. Bon, je pense que ça suffit pour le moment. Merci pour votre attention. Voilà. Petit bijou de technologie qui supporte aussi des chutes. Juste une seconde. Je suis méchant avec lui. Attends, bouge pas, je vais essayer de me relever. Attends, bouge pas, je vais essayer de me relever.
Juste une seconde. Ah, il boude là. En fait, il considère que c'est relevé quand il est assis. J'aime bien quand tu me touches la tête. Voilà, on va arrêter là parce qu'après, c'est interdit. Voilà, je pense on a dépassé un peu le temps qui nous était imparti. Il reste un quart d'heure. Je m'aperçois qu'on n'a pas pris de questions. On n'a pas eu des questions, donc on va les prendre. Voilà, première question au fond. Tu t'appelles comment? Pierre-Edouard. PE. Très bien. Très bien. Moi, c'est JC. Ouais, c'est à propos du Lab Innovation. Oui. Déjà, première question, est-ce que vous en avez d'autres sur la planète, Ouais. pas juste en France? Deuxième question, de quelle entité vous dépendez sur les 3 que vous nous avez montrés au départ, ou est-ce que vous êtes indépendant? Oui. Et la troisième, c'est est-ce que vous faites du développement in-house, des réflexions juste pas avec les clients, quoi, enfin, juste pour Capgemini parce que vous avez montré des exemples juste avec les clients qui venaient et Oui. les réflexions, mais du coup, est-ce que vous avez des développements propres à Cap? Je réponds aux 3 questions dans le désordre. Les clients nous enrichissent. Hein, on a eu depuis le début de l'année 80 visites, donc c'est plus d'une par jour. On apprend beaucoup avec nos clients, donc on ne se coupera pas de ce que rebondir avec des clients, être challengé par des clients, c'est important. Mais on ne fait pas que ça, parce que le robot, on n'avait pas de clients, les Google Glass, on n'avait pas de clients. On fait aussi nos développements propres. Loïc a une petite équipe de 3-4 personnes qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas non plus notre ambition de rivaliser avec les grands labs. Nous, avant tout, on répond à des besoins des clients. Et les jours qu'on développe, ils sont développés dans des entités plus opérationnelles qui sont en contact des clients. On essaie de prendre des projets existants, de les augmenter avec un peu d'innovation. Ça, c'est la troisième question. La deuxième question, on dépend de l'entité. On est intégré, je vous le disais, dans le PNL de chaque région. On dépend de la plus grande entité dans le groupe qui s'appelle Capgemini Apps, Application Services. Donc effectivement, on est les 100 000 personnes sur l'ensemble du groupe. On a des gros moyens et on travaille pour toutes les industries, donc on dépend de cette entité. On travaille bien sûr avec le conseil, bien sûr avec Bakelite ou avec d'autres, mais on est auprès de nos clients à développer pour eux. Première question, il y a 6 centres aujourd'hui en France. On est en train d'en ouvrir un à Rennes, ça fera 7. On est en train de regarder ailleurs. On a doublé le nombre de centres dans le monde. On est à 40 centres aujourd'hui dans le monde. On l'a doublé en 2 ans parce que ça fait partie de la stratégie du groupe de provoquer l'innovation, d'agir au travers de l'innovation et d'amener les innovations chez nos clients. Donc on est passé à 42 centres. Il y en a un qui s'ouvre à San Francisco, il est temps, en juillet. On va ouvrir celui de Munich la semaine prochaine avec une grande marque automobile munichoise. Et on en ouvre d'autres un peu partout dans le monde. Londres a été ouvert. À Mumbai, on en ouvre un deuxième. Il y en avait déjà un autour du big data. Il y a un deuxième qui va être plus généraliste. On en ouvre un dans l'université de Capgemini, là, à Chantilly. Voilà, donc c'est 40 et je pense que ça va continuer. Alors, les labs d'innovation sont de taille différente parce qu'elles vont répondre aux attentes régionales ou sectorielles. Mais voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Oui, une autre question? J'ai vu que vous aviez un laboratoire à Toulouse. Est-ce que vous avez quelques détails de plus que ce que vous aviez dit sur ce qu'ils font ou pas? Oui, alors sans dévoiler de secret industriel, on travaille beaucoup sur l'aéronautique en fait à Toulouse. Donc on travaille en incubation avec certains projets de Airbus. On travaille avec ADS, on fait beaucoup de choses. Toulouse, c'est un gros centre pour nous, parce que c'est une industrie qui est très demandeuse et depuis très longtemps d'informatisation, de digital. Donc il y a un gros centre à Toulouse et une grosse activité autour du lab. Avec donc les 3 zones là, dont j'ai parlé tout à l'heure, la zone pour montrer les choses, la zone pour Digital Factory pour travailler, et la zone pour accélérer qui est aussi au même endroit. C'est un grand centre à Toulouse, oui. L'innovation est importante. D'autres questions? On mange pas.
C'était si clair que ça? Je m'inquiète là. Ah, une question là. Ouais, en fait, je voudrais savoir si, avec les clients, au départ, les méthodes agiles, Oui. vous les mettez en place d'un coup ou vous rédigez un cahier de charges avant avec chaque client ou comment ça s'adapte? Alors, en général, les développements se font en général chez nous, avec des équipes internes qui sont déjà sensibilisées aux méthodes agiles. Donc du coup, ça permet au client de voir autre chose que ce qu'il a l'habitude de voir dans ses propres locaux. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué au début, surtout les méthodes agiles, de se dire allez, on va développer, elles sont mes specs, mes 5 kilos de doc, qu'est-ce que je fais? Donc on est là aussi pour les accompagner justement dans ce changement de mindset. On a des coachs qui sont capables de mettre en place des process agiles dans des très grandes sociétés. Donc on a aussi toute cette partie d'accompagnement au changement de nos clients. Si j'ai répondu à la question. Ouais, en fait, ma question c'est plutôt dans l'implémentation. Si vous faites des brainstorming avec des clients, parce que pas tout le monde connaît la méthode, donc c'est un peu difficile des fois s'adapter. Oui. Mais l'agile, c'est quand même plutôt de notre côté. Le client, on va interagir avec lui, on va lui demander d'expliquer. Et on a des zones dont je vous parlais tout à l'heure avec une pédagogie Montessori qui permet au client d'exprimer. C'est important dans une entreprise. Il y a beaucoup de types d'organisations intra-entreprises qui ont des motivations différentes. Donc c'est important de les aligner, les faire se parler. Et ça, on a vraiment un savoir-faire là-dessus, avec non pas des ingénieurs d'ailleurs qui participent dans ces centres, mais plutôt des scénaristes, des dessinateurs, des moyens, des gens qui vont faire exprimer l'ensemble des participants pour les faire éviter les frustrations et faire que chacun écoute l'autre et construit sur le message de l'autre. Donc ça fait partie de la méthode agile, elle est aussi intégrée. Ce qu'on parlait aussi d'incubation tout à l'heure, l'agilité c'est aussi l'incubation, c'est-à-dire plateau commun. Ça a changé aussi les géographies de nos bureaux. Les plateaux sont de plus en plus ouverts avec des participations du client dans nos locaux. Et ça facilite l'agilité parce que du coup, il n'y a plus un contact bipolaire avec un client jamais content et nous jamais satisfaits. On a vraiment une équipe qui travaille ensemble. Il y a vraiment une différence en fait quand on est ensemble sur le plateau à discuter face à face que d'envoyer un mail entre ce que j'écris, ce que je crois dire, ce que l'autre comprend, ce qu'il croit comprendre et voilà. Là, c'est l'incident. Voilà. Alors que là, on a la personne en face. S'il y a un truc de pas clair, on peut le résoudre immédiatement. On peut demander plus d'explications et c'est beaucoup plus rapide qu'un envoi de mail. Ok, des questions? Moi, j'en ai une petite. J'ai trouvé la présentation de l'entreprise et de votre méthodologie très intéressante. Maintenant, la question que je me pose un petit peu, et puis au cas où on nous pose après la question après aussi, c'est, vous avez parlé du fait que vous recrutiez 800 stagiaires, je crois avoir vu. Et j'aurais voulu savoir un peu... On recrute 4000 personnes par an à peu près. Ouais. Alors en se focalisant peut-être d'abord sur l'entrée, on va dire. Stagiaires, on est pas mal... Quel type de profil en fait vous recherchez? Je vais clarifier peut-être un petit peu la question. Ce qu'on va se demander, nous, directement, en tant qu'étudiants de cette école, c'est un peu sur quel type de technologie vous vous apprêtez à mettre des stagiaires. Est-ce que vous êtes plutôt sur du très bas niveau, du hardware, des caméras, de la reconnaissance vocale, du C, ou plutôt sur des techno-web avec des front-end très user experience? Donc c'était un peu pour savoir, justement, si on me demande après, qui recrute Capgemini, que je puisse répondre un petit peu. Donc nous ce qu'on cherche principalement déjà, c'est des stagiaires qui n'ont pas peur de l'inconnu. Donc les nouvelles techno, on travaille souvent à explorer un petit peu les nouveaux frameworks, que ce soit en web, par exemple. Est-ce qu'Angular est mieux que jQuery ou Backbone, etc. Sur le cloud aussi, on a pas mal de besoins, notamment Azure, Amazon Web Services, quoi donc où. Il y a pas mal de sujets aussi sur ce qui est reconnaissance d'image, non ? Oui.
La visual recognition, on travaille sur plusieurs projets avec des clients, justement à partir du drone et des images de caméra 3D, reconnaissance en boutique des attitudes et de le mental, pas le mental, le moral des gens. Mais je pense que pour répondre à vos questions, effectivement, Java, c'est quand même le plus courant chez nous. Hein. Tout à fait. Donc vous cherchez, Là, je vous laisse des plaquettes. Vous pourrez prendre une plaquette qui donne un petit peu. vous il y a un cherchez tas de des projets. stagiaires qui n'ont pas peur de l'inconnu. Oui. Mais est-ce que vous avez peur des stagiaires pour qui c'est l'inconnu? Si on avait peur des stagiaires, on n'en prendrait pas 800 par an. Hein, parce que non, on n'a pas peur des stagiaires. Ça fait partie de l'encadrement. Hein, ce dont parlait Loïc est valable pour les stagiaires. Pour nous, un stagiaire, c'est un employé comme un autre, et si possible qu'il reste. Hein. Nous, on essaye de prendre les stagiaires en dernière année d'école parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils poursuivent avec nous l'expérience. Je crois qu'il y a plus de 80% des stagiaires qui sont embauchés à la suite de leur stage. Voilà. Et donc, c'est dans la continuité. Et on n'a pas peur des stagiaires qui voudraient faire des choses différentes. Nous, on est capable de les encadrer, en tout cas. C'est ça qui est important. C'est on n'est pas là savoir-faire. pour lâcher les stagiaires devant une tâche. Et, Voilà. on a les revoir dans 3 mois. on est vraiment au quotidien. D'ailleurs, on applique les méthodes de management un petit peu agile. Tous les matins, on fait un point sur qu'est-ce que tu as fait hier, est-ce que tu as rencontré des difficultés. En cas de difficulté. Voilà, ça c'est un stagiaire. En cas de difficulté, l'avantage d'un grand groupe comme Capgemini, c'est qu'on a forcément quelqu'un quelque part qui sait. Et donc du coup, notre rôle aussi d'encadrant de stagiaire, c'est d'être capable de rediriger le stagiaire vers la personne qui a peut-être la réponse pour le faire grandir. Et Attends, bouge pas, je vais essayer de me relever. J'aurai bientôt besoin de recharger mes batteries. Juste une seconde. Il se recharge. Bon, vous faites pas attention, il fait le malin comme ça, mais parce que depuis qu'on lui parle plus, quoi, il est jaloux. Hein. Bon. Okay, d'autres questions, pardon. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi il y a si peu de filles ou de femmes dans cette école-là? Je vous souviens que la parité est quand même à l'ordre du jour. Là. Il est où le directeur de l'école? Hein, vous avez une explication, mesdemoiselles? Mardi, c'est ravioli, c'est ça? Vas-y. Vous êtes là pour leur expliquer, c'est ça? Non. Donc il n'y a pas de... Toi qui as l'air le chef là-dedans, c'est quoi l'explication? On ouvre la porte c'est grand ouvert, mais l'idée c'est que c'est pas forcément... Enfin, il y a aussi les affinités naturelles des gens, on peut pas les forcer. D'accord. Pour le faire. Enfin, j'espère en tout cas. Et je suis content de voir qu'on a quand même plus de filles dans cette promo. Ah. Dans la nouvelle promo, enfin, pas dans la mienne, mais dans la nouvelle promo, il y a plus de filles dans la nôtre. Parce que là, vous êtes de coup, quelle promo? Première année? Ça dépend. Ah, ça dépend. c'est compliqué ici, les amis. Là, les premières années sont parquées ici, et là, il y a les... Même pas. Ou alors sur le bleu... Non, bon. J'essaie d'avoir des théories, mais c'est pas toujours bon. Non, ici, ils marchent à l'expérience. Ah Ils viennent ouais. des PX. D'accord. Allez, d'autres questions? Je voulais vous montrer un film. Ce qui est intéressant et ce qui a vraiment changé chez nous, vous voyez, on est des garçons sérieux. Quand on va avoir un client, ils arrivent de mettre une cravate. Pas toujours. Ah non, jamais. Arrête ça, arrête. Il va un peu vite. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, tout a changé. Nous, on change aussi. On a bien sûr des principes et des process. Hein. La caméra me filme en plus, bien sûr. Coucou. Bien sûr qu'on a ça, bien sûr que c'est indispensable pour un grand groupe comme le nôtre. Cependant, il est important aussi d'écouter le monde qui nous entoure, de voir comment ça réagit. Et là voilà, on va sur le web, on va sur Internet et on aime bien regarder ce qui se passe, comprendre. C'est quand même le meilleur thermomètre, baromètre de l'état du monde et de l'état de nos clients. Et il nous arrive, là, l'autre jour, c'était vrai, pour aller préparer une réunion chez un client,
par hasard sur YouTube. Il y en avait un qui avait vu une démo là, faite par McDonald's, hein, je crois que c'est McDonald's. C'est McDo, ouais. Et qui était intéressante et qui, pour un petit peu planter le début de la réunion, hein, des gens très engoncés dans leurs costumes qui nous écoutaient très sérieusement. Et on a commencé par cette vidéo. Et ben c'est un moyen de briser la glace et de changer un peu de registre et de dire, attendez, voilà, on va plus passer l'intro qu'on vous a faite de 3 quarts d'heure. Regardez ça, puis après vous verrez qu'il faut qu'on change quelque chose et on va vous aider à le faire. Montre. We wanted to give people an extra reason to visit McDonald's, or perhaps a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie, and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone, as you follow the game real time on the big screen. Game on Stockholm! The game got gradually harder. If you lasted 30 seconds, you won your goodie of choice. A digital coupon was automatically sent to your phone with directions to collect your prize at the nearest McDonald's restaurant. Even though we ended up giving away a lot of free stuff, it felt like a win-win situation. Game over. Until next time. Voilà. Et je trouve que démarrer une réunion avec un client qui ne savait pas trop pourquoi on venait et qui n'avait pas trop compris ce que voulait dire Fast and Furious, et ben c'est une bonne entrée en matière. Au moins, soit on se fait virer au bout de 5 minutes, et du coup on aura perdu moins de temps, soit il se dit, bon, ben, il y a vraiment quelque chose qui a changé, il faut que je les écoute. Voilà. Donc soyez curieux, soyez attentifs à ce qui se passe. Les 5 années qui viennent, hein, dont 2, 3, c'est 3 ans dans l'école ? Ouais, ou plus, ah ouais, il y a des redoublants, c'est ça. Donc plus ou moins, là vous avez 3-4 années formidables et le monde va bouger tellement vite. Voilà, soyez à l'écoute de ce qui se passe et soyez prêts. Et nous, des grands groupes comme les nôtres, qui aidons les grandes boîtes à changer, ça nous intéresse d'avoir des esprits ouverts. Hein. On n'a pas peur des stagiaires, mais on a peur des esprits fermés. Donc on aime bien les esprits ouverts, on aime bien les gens qui challengent et qui secouent un peu tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et travaillez bien.